désormais, cette pièce n'est plus la vôtre. Le divorce était à peine prononcé que la maîtresse jeta hâtivement toutes mes affaires hors de la chambre. En voyant cela, je vendis la maison sans hésiter. Le lendemain. Il n'y a plus de place pour vous ici. Pourriez-vous vous débarrasser de ces ordures, dit une femme étrange, sa voix dégoulinant de mépris. Au milieu de ce qui était autrefois ma chambre, elle écrasa son talon dans le verre d'une photo encadrée de ma mère décédée, puis rit en la jetant dans un sac poubelle noir. Mon mari, ne portant qu'un peignoir, sortit de la salle de bain, s'essuyant les cheveux mouillés. Nous avons accepté le divorce, dit-il, sans même me regarder. Vous auriez dû avoir la décence d'être parti maintenant. Pourquoi gâchez-vous notre nouvelle vie ensemble? Je fixai la photo brisée de ma mère. Et au lieu de crier, un sourire tranquille et froid se dessina sur mon visage. Et le lendemain, lorsque la porte d'entrée de cet appartement fut forcée, ils comprendraient enfin sur quoi ils se tenaient. Ils apprendraient qui était le véritable propriétaire de cette maison. Le wagon de métro du soir était bondé, comme toujours, épais de l'odeur des corps fatigués et de la crasse de la ville. Accoudé à une barre, je déverrouillai mon téléphone et une notification de mon application bancaire apparut. Remboursement de prêt terminé. Voir le solde mis à jour. Je tapais l'écran d'un doigt tremblant. L'énorme nombre négatif qui avait hanté mon compte pendant une décennie était enfin revenu à zéro. 250 000 €. C'était la dette laissée lorsque le restaurant de ma belle-mère avait fait faillite. Mon mari avait co-signé les prêts et au final, les paiements du principal et des intérêts étaient automatiquement déduits de mon salaire chaque mois. À 40 ans, j'étais une chef d'équipe performante dans la division de planification stratégique d'une grande entreprise. Pour le monde extérieur, j'étais une personne qui réussissait, mais un coup d'œil à mon compte bancaire racontait la vraie histoire. Je n'avais rien à montrer. Une décennie de ma vie versée dans un trou noir financier, et tout ce que j'avais à montrer était le chiffre 0. J'avalais le goût amer dans ma bouche et éteignis mon téléphone. Mon appartement était à 10 minutes à pied de la station. C'était un endroit que j'avais combattu bec et ongle pour acheter seul avant de me marier. L'acte de propriété était à mon nom et à mon nom seulement. Il était entièrement à moi. Je composai le code et ouvris la porte d'entrée sur un salon sombre et silencieux. Mais de la chambre principale, j'entendis un léger bruissement et le parfum écœurant d'un parfum familier. C'était celui de ma belle-mère. Je poussai la porte de la chambre. Elle était là, assise à ma coiffeuse. Chaque tiroir était ouvert, et les essences et crèmes coûteuses que j'avais achetées dans les grands magasins disparaissaient une par une dans son sac à main surdimensionné. « Maman, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre ?» demandai-je, luttant pour garder ma voix stable. Elle ne tressaillit même pas. Sans se retourner, elle ouvrit un autre pot de crème, le renifla, et dit « Qu'est-ce que j'ai l'air de faire ?» Une mère rend visite à la maison de son fils. « Pourquoi me regardes-tu comme ça ? Ce n'est pas comme si tu avais acheté tout ça avec ton propre argent. Mon Cédric a payé pour tout ça. Je les ai achetés avec mon propre argent. Et ce n'est pas la maison de ton fils. C'est ma maison. » Ce n'est qu'alors qu'elle se retourna, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Elle claqua la bouteille d'essence sur la coiffeuse et se dirigea vers la table à manger. Sur celle-ci était posé un sac à main de créateur que je n'avais jamais vu auparavant, son accastillage doré brillant, l'étiquette de prix toujours attachée. « Tu vois ça ?» se vanta-t-elle. « C'est un sac à 5 000 €. Mon Cédric l'a acheté pour sa mère qui travaille dur. » Elle me regarda de haut en bas. « Et qu'as-tu jamais fait pour moi ? M'as-tu déjà acheté ne serait-ce qu'un tube de rouge à lèvres ?» Je fixai le sac. Quelques jours plus tôt, j'avais accidentellement vu le relevé de carte de crédit de mon mari. Une dépense de cette même marque y figurait, listée comme un plan de paiement en 3 mois. Le design était identique. Un article de luxe qu'il avait acheté tout en me disant que nous devions réduire les dépenses était maintenant posé sur ma table à manger, entre les mains de sa mère. « Qu'est-ce qu'il y a, jalouse ?» me nargua-t-elle. « Si tu voulais que ton mari t'aime, tu aurais dû agir davantage comme une épouse. À quoi bon gagner de l'argent si tu es un échec total en tant que femme ?» Elle s'affala sur le canapé et croisa les jambes comme si elle était chez elle. « Je te l'ai dit depuis le début, un homme a besoin d'une femme qui sait le soutenir, pas d'une carriériste autoritaire qui l'émascule. Juste parce que tu gagnes un peu d'argent, tu penses pouvoir marcher sur ton mari et regarder de haut sa mère. C'est pourquoi Cédric ne supporte pas d'être à la maison.
Il y a une raison pour laquelle il cherche du réconfort ailleurs. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de si mal? Éclatai-je finalement. Pendant 10 ans, j'ai remboursé ta dette et couvert toutes nos dépenses de subsistance. J'ai tout enduré pour que nous en arrivions là. Cette dette? Tu me la reproches encore? Nous sommes une famille. Tu gagnes 6 chiffres alors que mon fils avait du mal. C'était ton obligation, en tant que sa partenaire, de te montrer à la hauteur. Était-ce vraiment un tel fardeau? Si tu pensais ça, tu n'aurais jamais dû épouser notre famille en premier lieu. L'air quitta mes poumons. Ces 250 000 €, dont le dernier centime avait été remboursé cet après-midi-là. Elle les rejeta d'un simple revers de main comme mon devoir. Une rage brûlante monta dans ma gorge, mais je ne dis rien. À l'époque, je n'avais plus de cartes à jouer. Le lendemain matin, alors que je me dirigeais vers le parking avant le travail, je me suis souvenu de mon mari rentrant ivre la veille, marmonnant, je crois que j'ai rayé le pare-choc. Tellement agaçant. Le pare-choc n'était qu'une excuse. Je me tins un instant devant sa voiture, hésitant, avant d'ouvrir la portière côté conducteur et de retirer la carte mémoire de la dashcam. Ma main tremblait légèrement. Dès que je fus à mon bureau au travail, je branchai la carte sur mon ordinateur portable. Un dossier s'ouvrit rempli de fichiers vidéo triés par date. Je cliquai sur l'un d'eux du week-end précédent. Enregistré aux petites heures du matin. L'écran s'illumina avec l'image d'un parking souterrain d'hôtel. Le logo d'un hôtel 5 étoiles était clairement visible sur le mur. Mon mari entra dans le cadre et à côté de lui se trouvait une jeune femme que je n'avais jamais vue auparavant. Elle semblait avoir une trentaine d'années. Ils s'arrêtèrent près de sa voiture et il l'attira dans une étreinte. Ils s'embrassèrent. La voix de mon mari était parfaitement claire sur l'enregistrement. « Sophie, sois juste un peu plus patiente. Je vais me débarrasser de cette vieille harpie bientôt. Je ne vais pas traîner ça. Cette vieille harpie. » Il parlait de moi. Dans la vidéo, il tendit un sac de course à la femme. Il était identique à celui que ma belle-mère avait exhibé. La même marque, la même couleur. Je mis la vidéo en pause juste au moment où la femme, Sophie, gloussa et lia son bras au sien. Étrangement, aucune larme ne vint. Mes doigts devinrent froids comme la glace. Je transférai le fichier sur mon téléphone et pris une capture d'écran de la scène où la plaque d'immatriculation de sa voiture était visible. Son nom, sa voix, tout était là. Ce soir-là, je conduisis directement chez mes beaux-parents. Une petite partie insensée de moi croyait encore que leur montrer la preuve changerait quelque chose. Ma belle-mère ouvrit la porte. Je sortis mon téléphone et lançai la vidéo. « Maman, regarde ça. Tu dois savoir ce que Cédric fait dans mon dos. » Avant même que la vidéo ne se termine, elle me poussa l'épaule si fort que je trébuchai en arrière. « Voir quoi? Arrête de faire une scène pareille. Je sais déjà tout. Tu sais? Tu pensais que je ne le ferais pas? Son nom est Sophie Dubois. C'est la fille d'un chirurgien éminent. Bonne famille, beaucoup d'argent, et le meilleur de tout, elle est douce. Elle voit sa belle-mère et sourit et la salue en premier. Elle n'est pas froide et frigide comme toi. Je me figeai, incapable de bouger. Ma belle-mère non seulement était au courant de l'affaire de son fils, mais elle la soutenait activement. « Maman, de quoi tu parles? Tu sais que ton fils te trompe et tu loues l'autre femme. Et alors? Je suis censé laisser mon Cédric vieillir et être misérable avec une femme qui ne peut même pas lui donner un enfant? Elle est jeune, elle est riche, et elle respecte ses aînés. Elle est 100 fois mieux que toi. Que as-tu à offrir, toi? Qu'est-ce qui te rend si spécial pour que tu penses pouvoir t'accrocher? » Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit et mon mari entra. Il avait dû recevoir un appel de sa mère. Je me tournai vers lui. « Cédric, tu n'as rien à me dire? Après tout ça, tu devrais au moins dire quelque chose. » Il se tenait là, le menton osant même enlever ses chaussures. Au lieu d'une excuse, il ricana. « Dire quelque chose? Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu fous là? De toute façon, en 10 ans de vie commune, ai-je déjà eu un seul repas chaud fait maison? C'était toujours le travail. Le travail? Le travail? Ton visage était toujours plus froid que le réfrigérateur. Tu parles d'un repas chaud maintenant? Oui,
Un repas chaud. C'est quoi le mariage? As-tu déjà agi une seule fois comme une épouse digne de ce nom? Tu te croyais si génial parce que tu gagnais de l'argent, toujours l'air fatigué et supérieur. Je ne pouvais pas respirer autour de toi, cracha Théil. Alors, va-t'en tranquillement. Ne pense même pas à une pension alimentaire. Fais juste tes bagages et pars. J'étais trop stupéfaite pour parler. Mais il n'avait pas fini. Oh, et à propos de cet appartement. Nous y avons vécu ensemble pendant le mariage. La moitié est à moi de droit. N'essaie même pas de te battre. N'importe quel juge verra ça. Sa mère intervint depuis le côté. C'est vrai. Les biens matrimoniaux sont partagés à 50-50e. Tu pensais avoir acheté cet endroit toute seule? Ce n'est que parce que mon Cédric t'a supporté en tant que mari que tu as pu le garder. Maintenant, donne-le gracieusement et pars. Ne rends pas ça plus moche que nécessaire. Je regardais leurs deux visages. Mon appartement dégaine 500 000 €. Une maison pour laquelle je m'étais démené pour l'acquérir bien avant d'être marié. Mon mari n'avait pas contribué un seul centime à l'hypothèque. Pourtant, il prétendait maintenant qu'il en possédait la moitié. Le mari infidèle et la mère qui l'encourageaient, côte à côte, exigeant que je leur cède ma maison. C'était tellement absurde. Un rire creux s'échappa de mes lèvres. Qu'est-ce qui est si drôle? Tu penses que c'est une blague? Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Ma belle-mère hurla, mais je ne répondis pas. À ce moment-là, je mis la main dans ma poche et mes doigts effleurèrent un petit objet noir. C'était une clé USB que mon mari avait laissé tomber. Je l'avais ramassée sans réfléchir. Elle semblait insignifiante alors, mais en la tenant maintenant, une idée commença à se former. D'accord, dis-je. Tous les deux me fixèrent. D'accord, tu comprends enfin. Je partirai, dis-je, ma voix calme. J'ai entendu tout ce que vous avez à dire. Un sourire satisfait se dessina sur le visage de ma belle-mère. Mon mari haussa les épaules, soulagé. Il pensait que j'avais capitulé. Ils avaient passé 10 ans à me piétiner, et ils supposaient que je les laisserais faire pour toujours. Je quittai leur maison et marchai dans l'air froid de la nuit. Alors que le vent fouettait mes joues, je serrai la clé USB dans ma poche. Pour la première fois, une pensée claire et nette traversa le chaos dans mon esprit. Je ne les combattrai pas avec émotion. Je ne supplierai pas, ne pleurerai pas, ni ne crierai. Ils étaient assez délirants pour penser qu'ils pouvaient prendre ce qui était à moi. Et j'utiliserai cette même illusion contre eux. Mon plan était de les élever au plus haut point possible, puis de tirer le tapis sous leurs pieds. La fille du chirurgien, le mari qui prétendait que la moitié de mon appartement était à lui, la belle-mère qui me traitait comme une servante, aucun d'eux ne savait que tout ce qu'ils croyaient tenir entre leurs mains reposait en fait dans la paume des miennes. Sur le chemin du retour, je sortis mon téléphone et soumis une demande de demi-journée de congé le lendemain matin. Puis je tapai lentement avocat divorce dans la barre de recherche. La nuit était profonde, mais mon cœur était étrangement calme. Il était temps de finalement déposer les fardeaux que j'avais portés pendant une décennie. Sauf que je n'allais pas seulement les déposer. J'allais les leur rendre avec le même poids, aux mains qui m'avaient écrasé. Donne-moi juste 2 semaines. Juste le temps que je trouve un endroit. Le divorce, les biens. Je suis d'accord avec tout ce que tu veux. Je ne peux plus me battre. Ce sont les mots que j'ai étouffés en sanglotant, effondrés sur le sol du salon. Et ils ont cru à chaque larme. Mais dans ma tête, les calculs étaient déjà en place pour le règlement de compte qui allait leur tomber dessus dans exactement 8 jours. Le soir après avoir quitté la maison de mes beaux-parents, je suis rentré et j'ai trouvé ma belle-mère déjà installée. Au moment où j'ai ouvert la porte, elle a claqué, alors, tu décides enfin de ramper, comme si elle accueillait un locataire délinquant. J'ai laissé mes épaules s'affaisser en enlevant mes chaussures. J'avais les yeux rougis et la voix rauque. J'avais même enlevé tout mon maquillage pour avoir l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. Maman, j'ai beaucoup réfléchi, ai-je chuchoté. Je suis prête à me retirer. Réfléchi? Qui avait-il à penser? La réponse était évidente depuis le début. Tout ce que tu avais à faire, c'était de partir. Elle ne leva même pas les yeux de la télévision qu'elle regardait sur le canapé. Juste à ce moment-là, mon mari sortit de la chambre, sa chemise déboutonnée, une canette de bière à la main. Oh,
tu es enfin là, tu retrouves la raison. Alors, quand signes-tu les papiers? J'ai laissé mes jambes céder, m'enfonçant sur le sol. J'ai enfoui mon visage dans mes mains et j'ai laissé mes épaules trembler de faux sanglots. Je suis d'accord pour un divorce par consentement mutuel et pour les biens. Vous pouvez avoir ce que vous voulez. Juste donnez-moi le temps de trouver une chambre. 2 semaines. Juste 2 semaines et je serai parti tranquillement. En regardant à travers mes doigts, j'ai vu le coin de la bouche de mon mari esquisser un sourire. Ma belle-mère a posé la télécommande. Un regard de pure satisfaction sur son visage. Tu vois, tu aurais dû être d'accord dès le début. Pourquoi tout ce drame? Une personne doit connaître sa place dans le monde. 2 semaines. Fait en une, dit mon mari en buvant une gorgée de bière. Sophie emménage. On ne peut pas la faire attendre. J'ai baissé la tête encore plus bas. D'accord, ai-je marmonné sur le sol. Je serai parti le plus vite possible. Je ne vous mettrai pas mal à l'aise. C'était une reddition parfaite, du moins à leurs yeux. Mon attitude docile les a fait baisser complètement leur garde. Ma belle-mère a même commencé à fredonner en s'asseyant à côté de son fils. Cédric, chéri, dès qu'elle sera partie, il faudra acheter un nouveau lit. On ne peut pas s'attendre à ce qu'une fille de chirurgien dorme sur un matelas d'occasion. Nous devons la traiter comme une princesse. Je sais, maman. Je m'en occupe. Sophie trouve cet endroit ringard de toute façon. Elle veut tout rénover, à commencer par la chambre principale. Oui, un nouveau canapé, une nouvelle table à manger. Vidons tout l'endroit. Nous ne pouvons pas laisser ta nouvelle femme emménager dans une maison aussi minable. Ils discutaient de la rénovation de ma maison, remplie de mes affaires, sans la moindre honte. Je suis resté assise sur le sol et j'ai écouté, un feu brûlant dans mes entrailles. Mais je me suis contenté d'essuyer mon visage ravagé par les larmes et de l'endurer. Le moment n'était pas encore venu. Allons dîner, déclara ma belle-mère en se levant. Dans ce restaurant japonais que Sophie adore. Nous devrions fêter ça. Mon mari se leva pour la rejoindre. Il me jeta un coup d'œil. Tu n'as qu'à te débrouiller pour ton dîner et faire tes bagages. Ne gâche pas notre humeur, lança-t-il par-dessus son épaule. Je restai recroquevillé près du canapé pendant qu'il s'habillait et partait. J'entendis la porte d'entrée se refermer, le verrou glisser en place. J'attendis que leur pas s'estompe complètement jusqu'à ce que j'entende le léger tintement de l'ascenseur, puis le silence. Lentement, je me relevai. L'humidité feinte dans mes yeux était déjà sèche. J'aperçus mon visage dans un miroir de couloir. Pas une seule trace de larmes ne restait. Je suis allé dans la chambre principale et j'ai verrouillé la porte de l'intérieur. Agenouillé devant ma coiffeuse, j'ai retiré complètement le tiroir du bas. Au fond, caché sous une pile de vieux vêtements, se trouvait un grand dossier de documents. La sensation du papier sous mes doigts raffermit ma détermination. Je l'ai ouvert. L'acte de propriété de l'appartement, mes documents notariés et mes jetons de sécurité bancaire, tous les documents qui prouvaient ma seule propriété et me donnaient une autorité complète sur mes biens étaient là. J'ai commencé à les transférer un par un dans une mallette noire que j'avais préparée. Mes mouvements étaient rapides et précis. J'avais répété ce moment dans mon esprit une douzaine de fois, mais en soulevant le dernier dossier, une liasse de papier que je n'avais jamais mis la glissade dessous. Mon mari devait les avoir cachés là à la hâte. Je les ai dépliés. C'étaient des avis de prêts impayés, non pas d'une banque, mais de plusieurs prêteurs privés à taux d'intérêt élevés. J'ai additionné les montants, 70 000 €, 80 000 €, 50 000 €. Le total général était de plus de 200 000 €. C'était une dette que mon mari avait accumulée en secret. L'homme qui, il y a un instant, se vantait que la moitié de mon appartement était à lui cachait des avis d'usurier dans le tiroir de ma coiffeuse. Glissée entre les avis se trouvait une note manuscrite. Elle contenait un nom de femme et un pseudo de réseau social. Sophie, la femme de la vidéo de la dashcam. J'ai sorti mon téléphone et, par une série de clics silencieux, j'ai photographié chaque page. Clic, clic. Le son de l'obturateur était le seul bruit dans la pièce silencieuse. J'ai immédiatement su ce que ces papiers signifiaient. Ils étaient la preuve de la victoire creuse qu'ils pensaient détenir. Le lendemain matin, j'ai pris ma demi-journée de congé. Je ne suis pas allé au bureau.
Au lieu de cela, je suis entré dans la plus ancienne agence immobilière du quartier, dirigée par un courtier célèbre pour sa discrétion. Il était connu pour organiser des ventes discrètes, hors marché et au comptant pour les investisseurs. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Je dois vendre une propriété. De toute urgence, ai-je dit. Je veux que ce soit fait discrètement et rapidement. Quelle est la propriété? Donnez-moi l'adresse. Je lui ai donné l'adresse et la taille de mon appartement. Les yeux du courtier s'écarquillèrent. La valeur marchande d'une unité comme celle-là est d'environ 1 800 000 €. Je sais que vous êtes pressé, mais que demandez-vous? 1 500 000 €, ai-je dit, mais il y a une condition. L'acheteur doit payer la totalité et prendre possession dans exactement 8 jours à compter d'aujourd'hui. C'est une vente éclair. Le courtier me fixa un instant. Il pouvait deviner les circonstances derrière la vente d'une propriété des 1 800 000 € pour 1 500 000 € avec une clôture en une semaine. Mais il ne posa pas de questions. Ne pas poser de questions était sa politique. J'ai une personne en tête, dit-il. Un investisseur qui peut mobiliser de l'argent aussi rapidement, mais il est impatient, un peu rude. Je m'en fiche. Tant qu'il respecte les termes et le calendrier, c'est tout ce qui compte. Le courtier passa un appel sur le champ. Moins d'une demi-journée plus tard, l'investisseur rude, un homme avec une cicatrice proéminente sur le visage, avait viré un acompte de 100 000 € sur mon compte. Tandis que la notification s'illuminait sur mon téléphone, je sortis du bureau de l'agence immobilière et me dirigeai directement vers mon rendez-vous avec l'avocat spécialisé dans les divorces. Sur la table de conférence, j'ai étalé mon arsenal, la vidéo de l'affaire de la dashcam, les photos des 200 000 € d'avis d'usurier et l'acte officiel de mon appartement. L'avocat a examiné les documents, puis a ajusté ses lunettes. Vous avez acheté cet appartement avant votre mariage légal. Est-ce exact? La date d'acquisition sur l'acte le confirme. Oui, je l'ai acheté avec mon propre argent et il est enregistré à mon seul nom. Mon mari n'a pas contribué un centime. Alors, cela sera presque certainement classé comme un bien prénuptial séparé. Il peut être exclu de la division des biens. Le produit de la vente vous appartient. La demande de votre mari pour la moitié a très peu de fondement juridique. En entendant ces mots, j'ai senti un nœud de tension dans mes épaules se desserrer enfin. De plus, a poursuivi l'avocat, vous avez des preuves claires d'infidélité. Vous pouvez déposer une demande de dommages et intérêts. La faute dans ce divorce incombe massivement à votre mari. Peu importe à quel point il tempête, ne vacillez pas. À partir de maintenant, vous contrôlez ce combat. La stratégie juridique était définie. Je protégerai mes biens et demanderai des dommages et intérêts. J'ai rangé mes documents dans la mallette et je me suis levé. Alors que j'attendais l'ascenseur, mon téléphone a vibré. C'était un message de mon mari. Un invité d'honneur arrive ce week-end. Range toutes tes conneries de la chambre principale. Ne mets pas Sophie mal à l'aise. Réfléchis un peu. Son invité d'honneur. Il parlait d'elle. Je fixai l'écran un instant, puis tapai une courte réponse. D'accord, compris. Je m'assurerai que ce soit impeccable. Je savais que ma conformité servile gonflerait leur sentiment de victoire jusqu'aux cieux. Et plus je les élevais, plus ils se briseraient durement en tombant. Je ne suis pas retourné à l'appartement. J'ai loué un petit studio moisi à court terme près de mon bureau pour un mois. J'ai fait une seule valise avec l'essentiel et je me suis installé dans cette pièce exiguë. C'était juste un lit et un petit bureau. La seule vue depuis la fenêtre était le mur de briques du bâtiment voisin. Mais je ne détestais pas ça. C'était petit et minable. Mais ici, personne ne fouillerait ma coiffeuse ni ne traiterait mes affaires comme les leurs. Allongé sur le lit, je fixais le plafond et comptais les jours jusqu'à la date de clôture. Ce jour-là, à midi, le nouveau propriétaire et une équipe de démolition monteraient à cet appartement. Le registre public montrerait déjà le nom d'un étranger comme propriétaire. J'ai imaginé la scène encore et encore dans mon esprit, du début à la fin, comment la fête qu'ils donnaient dans la maison de quelqu'un d'autre se terminerait. Y avait-il des failles dans mon plan? Des voies d'évasion pour eux? Je l'ai revu encore et encore, mais la réponse était toujours la même. Il n'y avait pas d'échappatoire. Ils se tenaient sur un piège de leur propre fabrication et ils n'en avaient aucune idée. J'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, mon esprit était en paix.
C'était la première nuit en une décennie où j'avais repris les rênes de ma propre vie en main. Il n'y a plus de place pour vous ici. Débarrassez-vous de ces ordures. Ne polluez pas notre nouvelle maison. Ce sont les mots qu'elle m'a jetés, la femme qui avait pris possession de ma chambre. Elle a écrasé son talon dans le verre d'une photo encadrée de ma mère décédée, puis l'a poussée dans un sac poubelle noir. Elle aurait dû piétiner n'importe quoi d'autre dans le monde, mais pas ça. Même à ce moment-là, je n'ai pas crié. Au lieu de cela, j'ai levé mon téléphone et enregistré chaque seconde. C'était l'après-midi précédant la date de clôture. J'étais retourné à l'appartement pour emballer mes dernières affaires. Je me suis tenu devant la porte que j'avais franchie 1000 fois et j'ai composé mon code, mais au lieu du clic familier, un bip d'erreur strident a retenti. Bip, bip. J'ai réessayé. Bip, bip. Ils avaient changé le code de mon appartement enregistré à mon nom. Je suis resté là un instant, puis j'ai calmement sorti mon téléphone. Je n'ai pas été en colère. J'ai juste cherché un serrurier 24H24 et j'ai appelé. 30 minutes plus tard, un technicien est arrivé et a remplacé tout le mécanisme de la serrure. C'était ma propriété. J'avais le droit d'ouvrir ma propre porte. La nouvelle serrure a cliqué. En poussant la porte, une forte odeur de parfum étrange m'a frappé. Une chanson pop vulgaire était diffusée si fort que ça me faisait mal aux oreilles. Le sol du salon était jonché de chaussures de femmes chères et de maquillage haut de gamme, éparpillées partout, comme si elle était chez elle. La musique était si forte qu'il n'avait apparemment pas entendu le bruit de l'ancienne serrure en train d'être percée et d'une nouvelle en train d'être installée. J'ai traversé le salon vers la chambre principale. Par la porte ouverte, j'ai vu le dos d'une femme. Elle avait 2 énormes sacs poubelles de 10 000 litres sur le sol et piétinait quelque chose, le fourrant à l'intérieur. C'était elle, la fille du chirurgien de la vidéo de la dashcam. J'ai instantanément reconnu ce qu'elle écrasait sous son pied, un chemisier en soie que j'avais économisé pour acheter avec mon tout premier salaire. Et à côté, la seule photo de famille que j'avais de juste moi et ma mère. C'était la seule au monde, celle où elle souriait si joyeusement. J'ai traversé le salon. Mon cœur semblait s'être figé. Mes mains ont commencé à trembler. Un chagrin brûlant et furieux a monté dans ma gorge. Je voulais courir là-dedans, déchirer ce sac en lambeaux, mais j'ai serré la mâchoire et les ravalé. Lentement, silencieusement, j'ai levé mon téléphone. J'ai filmé ses mains et ses pieds alors qu'elle écrasait le cadre brisé et le chemisier piétiné dans le sac. Les larmes brouillaient ma vision, mais j'ai gardé ma main ferme. Juste à ce moment-là, comme si elle avait enfin senti ma présence, elle s'est retournée. Quand nos yeux se sont rencontrés, elle n'a pas semblé surprise. Elle a juste lentement croisé les bras. « Oh, qui êtes-vous ? » ?»« Ah, vous devez être l'ex-femme. J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Je n'ai pas répondu. Elle a souri et a donné un coup de pied dans le sac. « Comme vous pouvez le voir, ce n'est plus votre chambre. Ces ordures sont les vôtres, n'est-ce pas ? Pourriez-vous les emporter avec vous ? J'allais les jeter pour vous, mais j'ai pensé vous demander par courtoisie. » Des ordures, elle a appelé la photo de ma mère des ordures. Elle était là, la femme de la dashcam, faisant exactement ce que j'avais craint. Le cadre brisé de ma mère gisait à ses pieds, comme je l'avais enregistré sur mon téléphone quelques instants plus tôt. L'agitation a fait sortir mon mari de la salle de bain attenante. Il ne portait qu'un peignoir, s'essuyant les cheveux mouillés. Quand il m'a vu, son visage s'est tordu en une grimace. « Je croyais t'avoir dit de faire sortir ces ordures d'ici, » ricana-t-il. « Nous avons accepté le divorce. Tu devrais être parti. Pourquoi rampes-tu ici et gâches-tu l'ambiance dans notre nouvelle maison ? » Notre nouvelle maison ? Oui, la mienne et celle de Sophie. Toi et moi, c'est fini. Si tu es là pour prendre tes affaires, prends-les et pars. Ne sois pas si collante. J'ai regardé l'un après l'autre, puis j'ai laissé mon regard tomber sur le sol. Un éclat de verre du cadre brisé scintillait sous le soleil de l'après-midi. Une fissure traversait le visage souriant de ma mère, et en le regardant, j'ai senti un calme étrange et glacial s'installer en moi. Au lieu de crier, j'ai levé la tête et j'ai souri faiblement. Vous travaillez si dur. Je suppose que je devrais vous remercier de prendre soin de choses que j'allais jeter de toute façon. La femme et mon mari me regardèrent. Ce n'était pas la réaction qu'ils attendaient.
Assurez-vous de nettoyer chaque recoin. Ne manquez pas un endroit. De cette façon, je pourrai partir l'esprit tranquille. Ma voix était basse et sereine. Le sourire narquois disparut du visage de la femme. Mon mari avait l'air perturbé. Il s'attendait à ce que je crie et supplie. Mon calme les déconcerta. Les ignorant complètement, je me dirigeai vers le coin de la chambre. Je récupérai la petite mallette que j'avais cachée derrière l'armoire. Puis je m'agenouillai, avec précaution, à deux mains, je soulevai la photo piétinée de ma mère du sol. Un morceau de verre cassé me griffa la paume, mais je ne sentis aucune douleur. Je ne pouvais pas laisser la photo de ma mère dans ce sac. Serrant le cadre contre ma poitrine, je me levai. Alors que je me tournais pour partir, la femme attacha le sac poubelle, ricanant dans mon dos. « Oh, regarde-toi sauver une petite photo. Comme c'est pathétique. Pas étonnant que Cédric ait dit que tu l'étouffais. » Je ne me suis pas retourné. J'ai marché la tête haute à travers le salon, dépassant les chaussures de marque et le maquillage éparpillé. J'ai passé la serrure nouvellement installée et suis sorti par la porte d'entrée. Dans le couloir, j'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Tandis que les portes se fermaient, j'ai sorti le contrat de vente immobilière de ma mallette et j'ai passé mes doigts dessus, sentant le sceau rouge embossé du notaire. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un message au nouveau propriétaire. Vous pouvez procéder à la clôture, à la démolition et emménager demain à midi, comme prévu. J'ai fait remplacer la serrure. La clé passe-partout vous sera livrée. La réponse est venue presque instantanément. Compris. Tout est prêt. Je serai là à midi avec 3 hommes. L'ascenseur atteignit le rez-de-chaussée. En sortant du bâtiment, je m'arrêtai et levai les yeux vers l'étage où j'avais vécu pendant 10 ans. À travers la fenêtre rideau, je pouvais presque entendre le faible battement de leur musique. Leur fête continuait sans qu'ils aient la moindre idée de la façon dont elle allait se terminer. Je serrai le cadre dans mes bras plus fort. À travers le verre brisé, ma mère souriait toujours. Je lui chuchotai, « Maman, attends juste un peu plus longtemps. Je te mettrai bientôt dans un endroit magnifique. » Je suis monté dans le taxi qui m'attendait. Me penchant en arrière contre le siège, j'ai regardé l'immeuble d'appartements s'éloigner derrière moi. Le chauffeur a demandé la destination. Je lui ai donné l'adresse du petit studio minable, ma voix parfaitement stable alors que le taxi s'éloignait. J'ai posé ma main sur le cadre photo sur mes genoux et j'ai fermé les yeux. Aujourd'hui, cette femme s'est sentie triomphante en piétinant la photo de ma mère. Mon mari m'avait jeté dehors pour avoir ruiné leur nouvelle vie. Ils croyaient tous les deux que cette maison était la leur maintenant. La chambre, le salon, tout leur monde. Mais le nom sur l'acte de propriété allait changer définitivement du jour au lendemain. Il leur restait exactement un jour avant de découvrir que le sol sur lequel ils dansaient était en fait la propriété de quelqu'un d'autre. Et j'attendrai ce jour tranquillement, avec la photo de ma mère à mes côtés. Quand je suis arrivé au studio, la première chose que j'ai faite a été de retirer soigneusement les éclats de verre du cadre. La photo elle-même, heureusement, n'était pas déchirée. J'ai doucement tracé le visage souriant de ma mère du bout du doigt et je l'ai posé sur le petit bureau où je pouvais la voir. Puis j'ai ouvert mon téléphone et j'ai revu la vidéo que je venais de prendre. Le pied de la femme sur la photo, les mots insensibles de mon mari, ses mains la fourrant dans le sac. Tout était d'une clarté cristalline. Cette vidéo n'était pas pour demain. Elle était pour le tribunal, comme preuve dans ma demande de dommages et intérêts. Le ciel extérieur était déjà sombre. J'ai fait un petit signe de tête à la photo de ma mère et j'ai éteint la lumière. L'image de leur monde s'écroulant lorsque cette porte s'ouvrirait demain était vivement claire dans mon esprit. Pour la première fois depuis des lustres, un sommeil profond et paisible est venu facilement. J'ai enfin viré cette misérable sorcière. Cette maison est à nous maintenant. À nous. C'est ce que mon mari a crié en faisant sauter une bouteille de champagne dans le salon de quelqu'un d'autre. Ils ont renversé du vin sur les parquets que j'avais passé une décennie à polir à genoux, faisant la fête pour eux-mêmes. Mais à ce même instant, j'étais assise à un petit bureau dans un studio exigu, sauvegardant les dernières preuves de leur ruine. J'ai ensuite reconstitué ce qui s'est passé dans l'appartement ce soir-là à partir des publications sur les réseaux sociaux de la femme et de quelques appels téléphoniques frénétiques que j'ai reçus plus tard de mon ex-mari. Cet après-midi-là, des camions de livraison étaient arrivés. Un canapé en cuir italien à 30 000 € et une immense table à manger en marbre naturel ont été installés dans le salon.
La femme, Sophie, avait joué le rôle de la maîtresse de maison à la perfection. Tout cela grâce à une petite ruse de mon mari. Une fois le divorce prononcé, je te transférerai l'acte de propriété, avait-il promis, lui montrant un faux document de transfert de titre créé à la hâte. Elle avait cru complètement à ce morceau de papier. Ses réseaux sociaux ont été mis à jour en temps réel. Un selfie pris devant la fenêtre du salon avec sa vue sur la ligne d'horizon de la ville était légendé, notre première maison parfaite, un cadeau de mon homme. La vue est folle. Elle souriait, faisant un signe de la victoire. Le soir, ma belle-mère est arrivée, les mains pleines de lourds récipients de nourriture. Filet mignon, queue de homard poché au beurre. C'était une femme qui n'avait jamais ne serait-ce que fait bouillir une casserole de pâtes pour moi. Pourtant, elle donnait à la main des morceaux de viande à la nouvelle femme. Oh, notre chère Sophie ne peut pas se salir les mains. Tiens, dit A. Quand mon mari est rentré du travail, il a fait sauter une bouteille de champagne coûteuse en plein milieu de la nouvelle table à manger. Le bouchon a touché le plafond et la mousse s'est répandue sur le marbre. Tous les trois ont trinqué à leur nouvelle vie. Et puis, ivres de leur célébration, ils ont renversé du vin rouge sur les parquets que j'avais passé 10 ans à nettoyer à genoux. Personne ne s'est donné la peine d'essuyer la tache rouge foncée qui s'étendait sur le grain du bois. Au même moment, j'étais assise au petit bureau de mon studio courant d'air, éclairé par une seule lampe. Sur mon ordinateur portable, j'avais la page de Sophie sur les réseaux sociaux ouverte. J'avais trouvé son compte en utilisant la note que j'avais découverte dans le tiroir. Un flot incessant de photos glamour est apparu, toutes prises dans mon salon, devant ma fenêtre, chez moi. J'ai sauvegardé chacune d'elles qui nécessitait les publications avec des horodatage, la légende affirmant que mon mari lui avait donné la maison, la photo où ma belle-mère pouvait être vue en arrière-plan en train de la nourrir. Je les ai toutes organisées dans un seul dossier. Je savais exactement ce que ces photos deviendraient. Des preuves cruciales dans ma procédure de divorce pour prouver l'étendue de leur liaison et leur audace éhontée. Ils avaient, dans leur arrogance, diffusé les preuves de leur fête dans la maison de quelqu'un d'autre pour que le monde entier les voie. J'ai tranquillement continué à remplir le dossier, ma main ferme sur la souris. Le lendemain matin, le jour de la clôture, je buvais mon café à mon bureau lorsqu'un appel est venu d'un numéro inconnu. Une voix rauque s'est immédiatement lancée dans une attaque. « Êtes-vous la femme de Cédric Mercier ? Ses paiements de prêt sont en retard de 3 mois. Il ne répond pas à nos appels. » C'était l'un des usuriers des avis que j'avais trouvé. J'ai posé ma tasse de café et j'ai répondu calmement, « Je suis en train de divorcer de Monsieur Mercier. Nous serons bientôt des étrangers. Ne me contactez plus. Mais vous êtes toujours sa femme, n'est-ce pas ? Nous avons besoin de son adresse actuelle. » Je leur ai donné l'adresse de l'appartement. L'adresse exacte où mon mari et sa maîtresse faisaient la fête. Je n'ai offert aucune autre information. J'ai simplement ouvert la porte au créancier pour qu'il le trouve. J'ai raccroché. Quelques minutes plus tard, mon mari a appelé, criant dès que j'ai décroché, « Et, quand diable pars-tu, et c'est quoi cette histoire de dommages et intérêts ? Signe-moi ce maudit titre de propriété. Tu as préparé les papiers ou pas ?» L'audace était à couper le souffle. Il n'avait aucune idée que ses créanciers venaient de m'appeler, et il exigeait toujours que je lui cède ma propriété. D'une voix complètement dépourvue d'émotion, j'ai répondu, « Les papiers sont tous prêts. Je serai là demain à midi pour prendre mes dernières affaires. Nous pourrons tout régler à ce moment-là. » Il a dû penser que je voulais dire que j'étais prête à lui céder l'appartement. Sa voix s'est instantanément éclaircie. « Oh, vraiment ? Bien. Tu as fait le bon choix. Viens demain à midi. Sophie sera là pour que nous puissions tout régler proprement. » D'accord, je serai là. J'ai raccroché et j'ai posé le téléphone froid sur le bureau. Il croyait que j'arriverais à midi avec les documents de transfert de propriété. Et d'une certaine manière, il avait raison. Des documents arriveraient. Le seul problème était que le nom dessus ne serait pas le sien. J'ai immédiatement appelé l'agent immobilier et le nouveau propriétaire. Nous procédons comme prévu pour demain midi. Veuillez faire monter le nouveau propriétaire et l'équipe de démolition de 3 hommes ensemble. J'ai fait livrer la clé passe-partout. Tout est prêt, a dit le courtier. Mais vous avez dit qu'il y avait des gens à l'intérieur. Oui, 3 d'entre eux. Ils ont aussi beaucoup d'affaires. Ils ont même fait livrer un énorme nouveau canapé. Vous devrez tout vider.
Il y eut une pause. Puis le courtier a dit, compris. J'ai ajouté une dernière instruction. Ils sont en infraction. S'ils refusent de partir, appelez immédiatement la police. Le nouveau propriétaire, fidèle à sa réputation de brute, semblait même se réjouir à cette perspective. Toutes les préparations étaient terminées. Il était temps de donner aux gens qui avaient festoyé sur ma vie pendant une décennie, un jour qu'ils n'oublieraient jamais. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé par la fenêtre. Un ciel nocturne nuageux pendait bas sur les toits voisins. Il n'y avait pas d'étoiles, mais mon cœur était étrangement serein. L'image de leur monde se brisant lorsque cette porte s'ouvrirait à midi était déjà parfaitement rendue dans mon esprit. J'ai jeté un coup d'œil à la photo de ma mère. Elle souriait toujours brillamment. Maman, c'est presque fini. Juste un jour de plus, elle chuchotait et j'ai éteint la lumière. Les ressorts du lit bon marché ont grincé alors que je m'allongeais. La légère odeur de moisissure planait dans l'air. Pourtant, j'ai fermé les yeux et j'ai ressenti plus de paix que je n'en avais eu depuis des années. Lentement, je me suis enfoncé dans un sommeil profond, attendant l'explosion spectaculaire à venir. Ils étaient probablement évanouis ivres sur un canapé dans une maison qui n'était pas la leur, croyant avoir le monde à leurs pieds. Mais après chaque fête vient la facture, et ils n'avaient aucune idée que le collecteur allait frapper à leur porte à midi, pile. Comment osez-vous? Qui diable pensez-vous être pour amener ces voyous ici? Savez-vous à qui appartient cette maison? C'est ce que mon mari a hurlé, me pointant du doigt alors que je passais la porte qu'il pensait être la sienne. Il croyait vraiment que c'était sa maison. Mais dans ma main, je tenais une copie de l'acte de propriété officiel du département, estampillé et scellé. C'était midi le jour fatidique de la clôture. J'ai ensuite entendu le récit complet de la scène par le nouveau propriétaire et son équipe, et je l'ai vu de mes propres yeux. Mon mari et Sophie, avec la gueule de bois de leur fête, étaient affalés sur le nouveau canapé en cuir coûteux à regarder la télévision. Le sol était jonché de bouteilles de champagne vides, et l'odeur de la vieille nourriture émanait d'un récipient ouvert de travers de porc que ma belle-mère avait apporté. À précisément 12 heures, un claquement retentissant a résonné depuis la porte d'entrée. Bang! 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 Juste au moment où une Sophie gémissante commençait à se lever. Le bruit de la serrure forcée avec une clé passe-partout a traversé la pièce. Bip, bip, boop. Clac. La porte d'entrée s'est ouverte avec fracas. Le nouveau propriétaire costaud avec la cicatrice sur le visage se tenait dans l'embrasure de la porte, flanqué de 3 hommes au visage sombre en bottes à embouts d'acier qui sont entrés dans la pièce sans s'essuyer les pieds. Et entre eux, je suis entré. Le son de mes talons claquant calmement sur le sol. Clic, clac. Mon mari et Sophie ont bondi du canapé comme électrocutés. Ma belle-mère, portant un tablier, est sortie précipitamment de la cuisine. Les 3 de leurs visages se sont tournés vers moi. Mon mari a été le premier à parler, son visage devenant rouge écarlate alors qu'il me pointait du doigt. Toi, comment oses-tu amener ces voyous ici? Sors. Sors tout de suite. Je ne l'ai même pas honoré d'un regard. J'ai marché silencieusement jusqu'à la table à manger en marbre, j'ai balayé les bouteilles vides du revers de la main et je les ai laissées s'écraser sur le sol. Puis, de ma mallette, j'ai sorti une épaisse enveloppe Kraft, et je l'ai claquée sur la table. TWA. Le rabat s'est ouvert et les documents à l'intérieur ont glissé. La copie officielle notariée de l'acte de vente du bureau du greffier du département, montrant clairement le transfert de propriété. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre et j'ai parlé d'un ton calme et mesuré, comme si je commandais un café. Cette propriété a été à mon nom et à mon nom seulement depuis avant notre mariage. La vente a été clôturée hier et les fonds ont été transférés. À partir d'aujourd'hui, le propriétaire légal et légitime de cette propriété est ce monsieur ici. J'ai fait un geste vers le nouveau propriétaire. Mon mari s'est précipité vers la table et a arraché l'acte. Au moment où ses yeux sont tombés sur le nom de l'étranger figurant sous la mention « propriétaire », le sang lui a fui du visage. Sa mâchoire s'est relâchée et ses mains ont commencé à trembler. Qu'est-ce que c'est? Une vente. Quand avez-vous? Pendant que vous faisiez la fête dans ma chambre, dis-je sèchement. La maison dont vous étiez si sûr d'obtenir la moitié appartient maintenant à quelqu'un d'autre. En entendant cela, les jambes de ma belle-mère cédèrent. Elle laissa tomber l'assiette de fruits qu'elle tenait et le bruit de la céramique brisée résonna dans le silence stupéfait.
Des pommes roulèrent sur le sol. Hélène, qu'est-ce que tu dis, bégaya-t-elle. Tu as vendu cette maison. Comment as-tu pu vendre la maison de ton mari? Ce n'a jamais été sa maison, maman. Du début à la fin, c'était la mienne. Le nouveau propriétaire s'avança, sa voix basse et menaçante. Très bien, c'est ma maison maintenant. Je veux que vous tous et toutes vos ordures sortiez d'ici maintenant. Si vous n'êtes pas partis dans 15 minutes, j'appelle la police et je vous fais l'expulser pour intrusion. Ces hommes craquèrent leurs phalanges, faisant un pas en avant. Comprenant enfin une fraction de la situation, Sophie commença à secouer frénétiquement le bras de mon mari. Cédric, de quoi parle-t-elle? C'est ma maison. Tu as dit que tu me la donnais. Tu m'as montré les papiers. Elle sortit une seule feuille de papier, le faux titre de propriété qu'il lui avait montré. Le nouveau propriétaire y jeta un coup d'œil et ricana. Madame, ce n'est qu'un morceau de papier. Il n'y a pas de sceau du département, pas de numéro d'enregistrement. Ça ne vaut rien. Le visage de Sophie devint blanc. Elle se tourna vers son amant. Cédric, dis quelque chose. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? C'est ta maison. Mais Cédric ne put dire un mot. Il resta là, tremblant comme une feuille. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. L'acte réel tremblait dans sa main. Il ne fallut pas longtemps à Sophie pour comprendre le sens de son silence. Ses yeux changèrent lentement, l'adoration se durcissant en quelque chose d'autre. La prise sur son bras se resserra. Cédric, ce n'était pas ta maison. Les papiers que tu m'as montrés, tout était un mensonge. Ma belle-mère, toujours au sol au milieu de l'assiette cassée, était en état de choc. La belle-fille qui avait remboursé sa dette, le fils qui lui avait acheté des sacs de marque, la nouvelle belle-fille riche d'une famille éminente. Elle réalisait lentement que tout le monde qu'elle s'était construit était un château de sable bâti sur la propriété de quelqu'un d'autre. J'ai ramassé les documents, je les ai remis dans l'enveloppe et j'ai pris un moment pour les regarder un par un. Je n'avais pas besoin de crier ou de pointer du doigt. Un simple morceau de papier faisait tout le travail, démolissant leur monde sous mes yeux. Le nouveau propriétaire tapota sa montre. Le temps est écoulé, les gars. Commençons. L'un des hommes saisit l'extrémité du canapé en cuir à 30 000 € et commença à le soulever. Sophie hurla. Non, arrêtez. C'est mon canapé. C'est moi qui l'ai acheté. Alors tu ferais mieux de trouver comment le déplacer, madame, grogna l'homme. Parce qu'il va quitter cet appartement d'une manière ou d'une autre. Sophie était sans voix. Sans cette maison, elle n'avait nulle part où l'emmener, et mon mari non plus. Son nom ne figurait pas sur l'acte de propriété, et son compte bancaire n'était rempli que d'avis de dette. J'ai passé mes doigts sur la surface froide et lisse de la table en marbre. La table où ils avaient tenu leur festin de victoire hier était devenue le banc du juge pour leur condamnation aujourd'hui. Hélène, Hélène, regarde-moi, cria ma belle-mère, rampant vers moi. Je fis un pas en arrière et ses mains désespérées attrapèrent l'air vide. Vous n'avez plus le droit de m'appeler par ce nom, dis-je froidement. Une fois que vous aurez quitté cette maison, vous et moi n'aurons plus rien à faire l'un avec l'autre, plus jamais. Sur ce, je me dirigeai vers la fenêtre et regardai en bas. En bas, un camion de déménagement attendait. Non pas pour mes affaires, mais pour les leurs. Leur monde était sur le point d'être chargé et emporté. Derrière moi, Sophie se tourna enfin vers Cédric. Sa voix était un cri perçant. Menteur. Escroc. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? À quoi bon être la fille d'un chirurgien si tu es une fraude? Cédric ne pouvait toujours pas parler. Son mensonge d'être propriétaire d'une propriété des 500 000 € s'évaporait sous la lumière crue du jour. Je ne quittais pas des yeux la scène en bas. Le véritable chaos était sur le point de commencer. Escroc, tout était un mensonge du début à la fin. Réalisant qu'elle avait été dupée par un bon à rien fauché, le cri de Sophie était de pure fureur. Elle attrapa le récipient de restes de travers de porc et en jeta le contenu gras sur la poitrine de mon mari. À partir de ce moment-là, mon ancien salon se transforma en un nid de vipères, chacun se tournant contre l'autre. Alors que les mensonges de mon mari étaient complètement exposés, le regard vacant dans les yeux de Sophie devint venimeux. Je revins à la table en marbre et déposai mes dernières cartes.
Je plaçai une impression de son relevé de compte bancaire 0 € à côté de la pile de 200 000 € d'avis de recouvrement d'usurier. Voyez ceci, dis-je, ma voix tranchante dans la tension. Son compte bancaire est vide. Il a plus de 200 000 € de dette à taux d'intérêt élevé. Ce n'est pas un homme aisé. Il est au bord de la faillite. Le visage de Sophie se tordit d'humiliation et de rage. Sa supériorité arrogante à prendre la maison d'une autre femme, à coucher avec son mari, à piétiner ses photos de famille s'écroula en une plaisanterie pathétique. Elle avait été trompée par un homme creux. Cédric, est-ce vrai? C'est ton compte? Au lieu de répondre, mon mari recula d'un pas. Son silence était sa réponse. Elle perdit complètement le contrôle. Elle attrapa le lourd pot de travers de porc de la table et le fracassa contre sa chemise coûteuse. Urg, qu'est-ce que tu fais? Hurla-t-il alors que la sauce collante et les morceaux de viande glissaient le long de son devant et coulaient sur le tout nouveau canapé en cuir à 30 000 € en dessous. Une tache sombre et grasse s'étendit sur le cuir italien impeccable. Le canapé dont elle était si fière, ruiné par sa propre main. À cette vue, ma belle-mère, qui était assise, stupéfaite sur le sol, hurla et se jeta sur Sophie. Sorcière! Tu séduis mon fils et tu apportes la ruine à cette famille. Tout est de ta faute. Sa main claqua sur le visage de Sophie. Enragée, Sophie attrapa 2 poignées de cheveux de ma belle-mère. Les deux dégringolèrent sur le sol en un tas emmêlé et hurlant. Vieille folle! Comment est-ce ma faute si ton fils est un menteur et un escroc? Folle, comment oses-tu? Sophie tira plus fort et, dans sa fureur, elle révéla sa propre et dernière vérité pathétique. Tu penses que je suis la fille d'un chirurgien? Ne me fais pas rire. C'était un mensonge aussi. Ton fils a fait semblant d'être riche, alors j'ai fait semblant d'être riche. Nous essayons tous les deux de nous arnaquer mutuellement. Ma belle-mère se figea. La femme qu'elle avait louée comme 100 fois meilleure que moi n'était qu'une autre menteuse. Une image miroir de son propre fils sans valeur. Les deux femmes roulèrent sur le sol, se tirant les cheveux au milieu des éclats de poterie cassés. Une chaussure de marque s'envola. Des flacons de maquillage s'éparpillèrent. J'observais le spectacle à distance. Je n'intervins pas. Il n'y en avait pas besoin. Elles se détruisaient l'une l'autre sans mon aide. Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau. 2 policiers, répondant à l'appel du nouveau propriétaire, entrèrent. Bien, bien. Séparez-les, ordonna l'un d'eux, se déplaçant pour séparer les 2 femmes en train de se battre. Ils les séparèrent, les cheveux ébouriffés, crachant toujours des jurons l'une sur l'autre. Un officier vérifia l'identité du nouveau propriétaire par rapport à l'acte. Donc, vous êtes le propriétaire, et ces individus n'ont aucun droit d'être ici. C'est exact. C'est ma maison maintenant, et ils sont en infraction. Alors que l'officier se tournait vers mon mari, Sophie bondit sur ses pieds, pointant un doigt tremblant. Cet homme a commis une fraude matrimoniale. Il m'a menti. Je veux porter plainte. Je le verrai en prison. Et sur ce, elle quitta l'appartement en courant, sans même prendre la peine de mettre ses chaussures. Mon mari resta figé, la sauce collante dégoulinant toujours de sa chemise. L'équipe de démolition commença son travail, déplaçant sans cérémonie les nouveaux meubles de Sophie et les affaires de mon mari dans le couloir. Le bruit d'objets lourds jetés sur le sol résonna dans le couloir. Parmi le tas se trouvait le sac à main de marque dont ma belle-mère était si fière, celui acheté avec un plan de paiement en 3 mois sur une carte de crédit que j'avais l'habitude de rembourser. Je ne ressentis rien en le voyant gisant en tas sur le sol sale. Vaincu, mon mari et ma belle-mère se tournèrent enfin vers moi, leur dernier recours. Mon mari tomba à genoux et attrapa l'ourlet de mon pantalon. Hélène, j'avais tort. J'étais fou. S'il te plaît, juste une chance de plus, s'il te plaît. Sa mère rampa vers moi, des larmes et du mucus coulant sur son visage. Toute fierté disparut. Hélène, ma chère, je suis une vieille femme. J'ai perdu la tête. Ma douce belle-fille, notre bonne belle-fille, belle-fille. La même bouche qui, quelques jours auparavant, m'avait traité de mégère stérile et agressive. Je repoussai froidement sa main avec ma mallette puis fis un signe de tête au policier. Mon regard était clair, éviter les intrus. Les officiers prirent mon mari et ma belle-mère par les bras. Ils furent traînés dehors, leurs genoux raclant le sol, leurs chaussures dépareillées.
La chemise de mon mari était un désordre collant, et les cheveux de ma belle-mère un nid sauvage. Hélène, Hélène. Leurs voix s'éteignirent dans le couloir. L'un des membres de l'équipe claqua la porte d'entrée. Avec ce dernier son définitif, les personnes qui m'avaient parasité pendant une décennie avaient quitté ma maison pour de bon. Le salon était silencieux, à l'exception de ma présence, du nouveau propriétaire et de son équipe. Bouteilles vides, assiettes brisées, un canapé taché, du maquillage éparpillé. L'épave de leur fête gisait autour de moi. Je me tins au centre de la pièce vide et regardai le désordre sur les parquets que j'avais passé 10 ans à nettoyer. La seule chose qui restait des personnes qui m'avaient trahi étaient les vilaines taches qu'elles avaient laissées. Et puis je laissai enfin échapper le son que j'avais réprimé pendant des jours. Ce n'était pas un cri ni un sanglot. C'était un rire profond, cathartique, triomphant. Sous le soleil éclatant de midi qui traversait la fenêtre, je ris à gorge déployée pour la première fois depuis très, très longtemps. Le nouveau propriétaire me lança un regard perplexe, puis esquissa lui-même un léger sourire. « Une sacrée histoire que vous avez là, fit-il remarquer. »« Plus maintenant, dis-je, en redressant ma mallette. Tout est réglé. » Je jetai un dernier coup d'œil à la maison qui avait abrité 10 ans de ma vie. Il n'y avait plus d'attachement. La seule chose qui comptait, la photo de ma mère, était en sécurité avec moi, et les chaînes qui m'avaient lié venaient d'être traînées hors de la porte. Je sortis dans le couloir, mes talons claquants. Leurs affaires étaient empilées dans un désordre chaotique. Je les contournai et montai dans l'ascenseur. Juste avant que les portes ne se referment, je pouvais entendre leurs faibles cris désespérés du bas, mais je n'y prêtais plus attention. « Hélène, j'étais vieille et folle. S'il te plaît, juste une dernière chance. Laisse-moi rentrer à la maison. » Ma belle-mère gémissait, agenouillée sur le froid marbre du hall de mon bureau, s'accrochant à mes chevilles. La même femme qui m'avait jeté dehors pour être une épouse sans enfant. Mais ces larmes ne parvinrent pas à dégeler la glace de mon cœur. Un mois s'était écoulé depuis que j'avais vidé l'appartement. Mon compte bancaire contenait maintenant 1 500 000 € en espèces. Avec cela, j'ai acheté le Penthouse d'un gratte-ciel de luxe avec une vue imprenable sur la ville et la rivière. La sécurité était si stricte qu'aucun invité non invité ne pouvait même passer la réception. Le fait de savoir que personne ne pourrait plus jamais changer secrètement les serrures de ma porte était le confort le plus profond de tous. Quelques jours plus tard, le jugement final du tribunal arriva. J'ai ouvert l'enveloppe. Le divorce était prononcé. Comme l'appartement était une propriété prénuptiale inébranlable, et que son infidélité annulait toute sympathie du juge concernant la pension alimentaire, je suis reparti avec tout. Il ne lui restait que ses dettes secrètes et son irresponsabilité financière. L'appartement étant une propriété prénuptiale m'appartenait seul, tout comme le produit de sa vente. Mon mari était seul responsable de sa dette secrète de 200 000 €. C'était une victoire totale, comme l'avocat l'avait promis. J'ai rangé les papiers et repris ma vie. Le travail était intense, et je m'y suis plongé. Puis un soir, alors que je quittais le bureau, j'ai vu 2 silhouettes échevelées traîner dans le hall. Quand elles m'ont vu, elles se sont précipitées. C'était mon ex-mari et sa mère. En un mois seulement, ils étaient devenus méconnaissables. Ma belle-mère semblait ne pas s'être lavée depuis des jours, son visage bouffi et marqué. Là, au milieu du hall animé, mes collègues passant, elle est tombée à genoux. Hélène, sanglota-t-elle, ses mains enflées agrippant ma cheville. J'étais une vieille folle. J'avais perdu la tête. S'il te plaît, laisse-moi juste rentrer à la maison. Je cuisinerai pour toi. Je ferai le ménage. Quelques collègues ralentirent, fixant la scène. J'ai baissé les yeux sur les mains agrippant ma jambe. Mon ex-mari a commencé à pleurer à côté d'elle. Hélène, s'il te plaît, sauve-moi. Cette sorcière de Sophie m'a poursuivi pour fraude. La police m'a interrogé. Les usuriers sont venus à mon bureau et ont tout raconté sur l'affaire. J'ai été forcé de démissionner. Je n'ai nulle part où aller. S'il te plaît, pour le bon vieux temps. Le bon vieux temps. Ces mots venaient de l'homme qui m'avait trompé tout en vivant de mon argent, puis avait essayé de voler la moitié de ma maison. Je le regardais, puis détachai lentement mais fermement les mains de sa mère de ma cheville. Je les regardais l'un après l'autre. Le sentiment de devoir que j'éprouvais autrefois. L'illusion de famille qui m'avait piégé pendant 10 ans,
tout cela avait disparu. Pas un seul lambeau n'en restait. Mère, dis-je, ma voix calme et froide. Vous m'avez dit un jour que votre fils s'était égaré parce que j'étais trop volontaire. Vous avez dit qu'il serait un homme meilleur si je m'écartais simplement. Elle leva les yeux, son visage ravagé par les larmes, plein de confusion. Puisque je me suis écarté, j'espère que vous deux aurez une longue et heureuse vie ensemble sans une femme volontaire comme moi pour vous déranger. Les mots, glaciales, firent mouche. Les larmes sur son visage s'arrêtèrent, remplacées par un regard de choc total. Mon ex-mari resta bouche bée. Sans voix, je ne perdis plus de temps avec eux. Je fis signe aux agents de sécurité se tenant près de la porte. Ces personnes perturbent les affaires. Veuillez les escorter dehors. 2 gardes vinrent et les prirent par les bras. Ils furent traînés, donnant des coups de pied et criant sur le sol de marbre poli. Mon ex-belle-mère tendit la main vers moi une dernière fois, criant mon nom, mais je ne regardai pas en arrière. Je traversai les portes tournantes et sortis dans l'air du soir, leurs horribles cris s'estompant derrière moi. Une voiture noire que j'avais commandée attendait. Je me glissai sur la banquette arrière et fermai la porte, l'agitation dans le hall devenant un film muet lointain. « Où, madame ?» demanda le chauffeur. « À la maison, s'il vous plaît. » Maison. Le mot enfin semblait chaud et sûr. Je n'étais plus un guichet automatique pour un mari vaurien ni un dépotoir émotionnel pour une belle-mère égoïste. J'étais Hélène, et c'était la libération que j'avais gagnée. Quand je suis arrivé aux Pentouses, la première chose que j'ai faite a été de sortir la photo de famille que j'avais sauvée du sac poubelle. J'avais déjà commandé un cadre sur mesure fait du plus beau bois massif. J'ai soigneusement placé la photo de ma mère à l'intérieur. J'ai posé le nouveau cadre lourd sur une console à l'endroit le plus visible de mon salon, puis j'ai essuyé doucement le verre impeccable avec ma manche. Sur la photo, ma mère affichait ce même sourire éclatant et joyeux. Maintenant, elle était dans un endroit où personne ne pourrait plus jamais la piétiner. Je t'ai amené dans un endroit magnifique, maman, ai-je chuchoté, une boule se formant dans ma gorge. Je me demandais combien de douleurs mes 10 dernières années lui auraient causé et à quel point elle serait fière de moi maintenant. Le salon vaste et silencieux n'était rempli que de choses que j'aimais. Je suis allé à la cuisine, j'ai sorti un verre à vin en cristal et j'ai versé une généreuse quantité d'un vin rouge coûteux que j'avais gardé. Je suis retourné à la console et j'ai levé mon verre au visage souriant de ma mère. « Maman, je vais bien maintenant », ai-je dit doucement. Je commence ma seconde vie, et cette fois, c'est tout pour moi. J'ai doucement fait teinter mon verre contre le cadre. Clinc. Le son clair et lumineux a résonné dans la pièce silencieuse. Le vin était chaud en descendant. Dehors, les lumières de la ville scintillaient à travers la rivière comme si elles brillaient toutes juste pour moi. Pour la première fois en 10 ans, ou peut-être pour la première fois de ma vie, j'ai passé une soirée entièrement pour moi-même. Personne n'a exigé de dîner. Personne n'a volé mes affaires. Et personne ne m'a crié dessus. C'était juste moi, le visage souriant de ma mère, le vin dans mon verre et les lumières scintillantes de la ville. Je me suis penché en arrière sur mon canapé et j'ai savouré la nuit. C'était un toast calme et parfait à ma seconde vie. Mémorandum. Hélène Dubois est par la présente promue au poste de plus jeune cadre féminin de l'histoire de l'entreprise. En lisant l'annonce sur le tableau d'affichage de l'entreprise, j'ai poussé un soupir que j'avais l'impression de retenir depuis une décennie. Les années que j'avais passées à travailler pour soutenir les autres me étaient enfin rendues, sous mon propre nom. 6 mois s'étaient écoulés. Ma performance constante et stellaire au travail, la même motivation qui avait autrefois remboursé les dettes de la famille de mon mari, avait maintenant été pleinement reconnue par l'entreprise. Le lendemain, j'ai eu droit à un spacieux bureau d'anglais et à une assistante personnelle. J'étais assise dans mon nouveau bureau, le soleil printanier inondant les fenêtres du sol au plafond, lorsqu'un message est arrivé d'une ancienne connaissance. C'était une mise à jour sur eux. J'ai bu une gorgée de mon café et j'ai lu. Mon ex-mari, incapable de gérer les 200 000 € de dette à taux d'intérêt élevé, avait déclaré faillite. Il travaillait comme journalier sur un chantier de construction lorsqu'il est tombé d'un échafaudage élevé et s'est gravement blessé à la jambe. Incapable de se payer des soins médicaux, il passait maintenant ses journées à ramasser des canettes, boitant dans les rues de la ville pour survivre. L'homme qui s'était autrefois senti si inférieur à sa femme compétente qu'il avait dû le masquer par de la vantardise et de la trahison était maintenant un homme brisé poussant un chariot de supermarché. Je ne ressentis rien et passai à la page suivante de mon rapport.
mon ex-belle-mère, qui avait autrefois affiché si fièrement un sac de marque que j'avais indirectement payé, travaillait maintenant comme aide-cuisinière dans un restaurant sale pour payer les analgésiques de son fils blessé. Elle passait ses journées courbée sur un grill chaud et à récurer des casseroles. Les détergents agressifs et l'eau chaude lui avaient ruiné les mains, et son arthrite chronique l'empêchait de dormir la nuit sans analgésique. Tôt ou tard, la roue tourne. Je l'imaginais, la femme qui avait traité sa belle-fille comme une femme de ménage, travaillant maintenant comme telle dans la cuisine de quelqu'un d'autre. Je ne ressentis ni satisfaction ni pitié. Ils récoltaient simplement ce qu'ils avaient semé. Enfin, il y avait des nouvelles de Sophie. Après avoir découvert qu'elle avait été escroquée, elle n'avait apparemment pas appris sa leçon. Elle avait tenté de monter une escroquerie similaire sur un autre homme riche plus âgé, mais sa fraude fut découverte. Elle avait été arrêtée et était maintenant en prison en attendant son procès. Pour quelqu'un qui vivait en parasitant les autres, c'était peut-être la seule fin possible. La nouvelle de leur ruine collective, livrée en une seule fois. Et pourtant, la surface de mon cœur resta parfaitement immobile. La haine, la colère, même le sentiment de victoire, tout cela s'était estompé. Ils avaient déjà été complètement effacés de ma vie. J'ai posé mon téléphone et me suis dirigé vers la fenêtre de mon nouveau bureau. La ligne d'horizon de la ville s'étendait devant moi. Le vert des gratte-ciel scintillait sous le soleil printanier. En regardant la ville animée en contrebas, je le sentais de chaque fibre de mon être. Les chaînes de la famille qui m'avaient retenu pendant une décennie étaient brisées pour toujours. Ce soir-là, je suis rentré à mon Montpentouse. J'ai ouvert mon placard où pendait une rangée de nouveaux chemisiers en soie, tous de couleurs différentes. C'étaient les mêmes que celui que j'avais perdu, celui que j'avais acheté avec mon premier salaire, celui piétiné dans un sac poubelle. J'en avais acheté un de chaque couleur. J'ai choisi le plus lumineux et je l'ai mis. La sensation de la soie douce contre ma peau était exquise. J'ai mis de la musique classique douce et j'ai sorti un morceau de filet de bœuf de première qualité pour me le cuisiner. Le son et l'odeur du steak grésillant dans le beurre ont rempli la cuisine. C'était un dîner pour moi et moi seul. L'Hélène Dubois qui avait tremblé dans un couloir froid il y a 10 ans, enfermée hors de sa propre maison, était partie pour toujours. À sa place se tenait une femme qui avait utilisé la logique et le capital pour extirper les traîtres de sa vie. Une femme qui avait construit sa propre richesse immense et son statut inébranlable. J'étais une nouvelle femme, fièrement célibataire et farouchement indépendante. J'ai placé le steak parfaitement cuit sur une assiette et j'ai versé un verre de vin. Sur la console, ma mère souriait de son magnifique cadre en bois. J'ai levé mon verre vers elle. Maman, j'ai réussi. Je suis cadre. Dans mon esprit, je l'ai entendu répondre, je suis si fier de toi. Après le dîner, je me suis tenu devant le miroir pleine longueur de mon salon. J'ai vu mon reflet dans le chemisier en soie vibrant, mes épaules droites, mon expression libre de toute ombre. La liberté et la dignité absolue pour lesquelles j'avais combattu irradiaient de moi. Dehors, la rivière et les lumières de la ville scintillaient, promettant l'avenir. J'ai regardé la femme dans le miroir et lui ai offert le sourire le plus confiant et le plus beau que j'ai jamais porté. Ma seconde vie. Non pas comme l'épouse de quelqu'un, non pas comme la belle-fille de quelqu'un, mais comme Hélène. Et j'étais prête à marcher vers cette vie sans une seule hésitation. Mon brillant avenir m'attendait, juste devant ma porte.